Imaginez ceci. Une femme, vêtue une robe de créateur coûtant plus cher qu'une année de loyer, se penche vers son chef de salle et murmure avec un mépris glacial, ses yeux fixés sur un homme qui nettoie le sol. Regardez-moi ça. Lent, inutile et probablement sale. C'est le mieux que vous ayez pu trouver. Un vieil homme qui a l'air d'avoir dormi dans ses vêtements. Sa voix était comme de la glace, tranchante et sans pitié. Une déclaration de guerre silencieuse dans le luxe feutré de son propre restaurant. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable de justice et de vengeance, faites-moi une faveur. Si vous aimez les histoires où les arrogants reçoivent la leçon qu'ils méritent, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire pour ne jamais manquer un seul moment de drame et de triomphe. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Très bien, revenons à notre récit, car le spectacle ne fait que commencer. L'homme en question s'appelait Jean. À 53 ans, son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux brillaient d'une intelligence douce et d'une patience infinie. Il venait de commencer son premier jour comme plongeur à l'Ambroisie, le restaurant le plus en vogue de Lyon, un endroit où les apparences étaient tout. Jean avait accepté ce travail, le plus humble de tous, pour une raison que personne ici ne pouvait deviner. Il avait besoin d'argent, ou du moins c'est ce qu'il disait. Chaque sou comptait, prétendait-il, pour payer les traitements médicaux de sa fille unique, une histoire qu'il gardait près de son cœur comme un secret précieux. Il frottait, polissait et transportait des caisses lourdes avec une dignité silencieuse, ignorant les regards condescendants du personnel plus jeune et les soupirs exaspérés de la propriétaire, Madame Dubois. Madame Dubois était une femme sculptée dans l'ambition et le silicone. Son profil Instagram, suivi par des dizaines de milliers de personnes, était une vitrine de perfection. Photos de plats exquis, selfies avec des célébrités locales et citations inspirantes sur le travail acharné, qu'elle n'appliquait qu'aux autres. Elle dirigeait son restaurant avec une main de fer, surveillant chaque recoin grâce à un réseau de caméras de surveillance qu'elle consultait compulsivement sur son téléphone dernier cri. Pour elle, Jean n'était qu'un meuble, une présence grise et insignifiante qu'elle avait hâte de remplacer par quelqu'un de plus jeune, de plus rapide, de plus esthétique. Elle ne supportait pas de voir sa silhouette fatiguée se refléter dans les surfaces chromées de sa cuisine immaculée. Le conflit éclata plus tôt que prévu. En fin de service, alors que le restaurant bourdonnait encore de conversations et de rires, Madame Dubois traversa la salle, ses talons aiguilles claquant sur le marbre comme des coups de marteau. Elle s'arrêta près d'une table où Jean finissait de débarrasser. Elle faisait un grand geste en parlant à un client important, un sourire commercial figé sur son visage. Soudain, son bracelet en diamant heurta un verre en cristal posé au bord de la table. Le verre bascula, sembla flotter un instant dans les airs, puis s'écrasa sur le sol dans un bruit cristallin et définitif. Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Avant même que Jean ne puisse réagir, la voix de Madame Dubois déchira l'air. « Regardez ce que vous avez fait, espèce d'empoté. Vous voyez ? C'est de ça que je parle. Incompétent. » Jean resta figé, le souffle coupé. Il n'avait même pas touché la table. Il savait, et quelques serveurs proches le savaient aussi, qu'elle l'avait fait tomber elle-même. Mais le visage de Madame Dubois était un masque de fureur indignée. Elle le pointa du doigt, son ongle rouge parfaitement manucuré tremblant de rage feinte. « Ce verre coûte 200 €. Il vient d'une collection privée. Je n'ai pas le choix, cette somme sera entièrement déduite de votre premier salaire, si tant est que vous en receviez un. » L'humiliation était totale, publique et écrasante. Jean sentit le rouge lui monter aux joues. Il baissa la tête, murmurant un « Pardon, madame », à peine audible. Il s'agenouilla pour ramasser les morceaux scintillants, sentant le poids de dizaines de regards sur son dos courbé. C'était une démonstration de pouvoir pur et brutal, un message envoyé à tout le personnel. Voilà ce qui arrive quand on ne correspond pas à mes standards. Alors qu'il était à genoux, hors du champ de vision de la plupart des gens, Jean fit quelque chose d'étrange.
Sa main tremblante glissa dans la poche de son pantalon usé et en sortit un vieux téléphone à l'écran fissuré. Personne ne le vit, mais son pouce, agile et précis, glissa sur l'écran et appuya sur une icône rouge. Un minuscule point lumineux apparut dans le coin de l'écran, signalant qu'un enregistrement audio avait commencé. Il ramassa lentement le dernier éclat de verre. Son visage toujours baissé pour cacher non pas la honte, mais une lueur de détermination froide. Il captait les murmures, les ricanements et surtout la voix satisfaite de Madame Dubois qui expliquait à son client comment il était difficile de trouver du personnel de qualité de nos jours. Elle retourna vers ses clients, un sourire triomphant aux lèvres, persuadée d'avoir remis un simple employé à sa place et d'avoir offert un petit spectacle de son autorité. Elle se sentait puissante, en contrôle total de son petit royaume. Elle ne pouvait pas imaginer un seul instant que l'homme à genoux sur le sol n'était pas une victime. Mais ce qu'elle ignorait, dans son arrogance aveugle, c'est que cet homme, ce vieil homme inutile, n'était pas venu pour laver des assiettes ou gagner un maigre salaire. Il était venu pour la juger. Et son procès, documenté et implacable, venait tout juste de commencer. Le silence glacial qui avait suivi la chute du verre se dissipa lentement, remplacé par les murmures et les chuchotements des clients. Jean, toujours à genoux, sentit le regard de Madame Dubois le brûler comme un fer rouge, même après qu'elle se fût détournée. Il termina de ramasser les débris avec des mains qui ne tremblaient plus de peur, mais d'une colère froide et contenue. Il se releva, déposa les morceaux dans une poubelle et retourna à son poste dans l'ombre de la cuisine, son cœur battant un rythme lourd et régulier. Le premier acte était joué. La première preuve était enregistrée. La soirée s'étira en une torture silencieuse. Chaque plat qui revenait, à moitié mangé mais couvert de sauce coûteuse, était une insulte à son estomac qui criait famine. Le personnel avait droit à un repas après le service, une règle de base dans la restauration. Mais lorsque Jean s'approcha timidement du plat de pâtes préparé pour l'équipe, le chef, un homme massif qui craignait Madame Dubois plus que tout, lui barra le passage. « Pas pour toi, le vieux. Ordre de la patronne. Tu mangeras quand tu auras remboursé le verre. Et quand tu seras plus rapide. » L'injustice était si flagrante qu'elle lui coupa le souffle. Il hocha la tête, sans un mot, et se remit au travail, l'odeur de la nourriture lui tournant la tête. Plus tard, il vit la scène qui confirma tous ses soupçons sur la véritable nature de cet endroit. La jeune serveuse, Chloé, une étudiante qui travaillait dur pour payer ses études, s'approcha de lui discrètement. « Tenez, monsieur Jean, » murmura-t-elle en lui tendant un petit morceau de pain emballé dans une serviette. « Ce n'est pas grand-chose, mais ne restez pas le ventre vide. » Jean fut touché par ce simple acte de bonté. Mais leur échange n'échappa pas à l'œil de lynx de Madame Dubois, qui surveillait les caméras depuis son bureau luxueux. Elle sortit comme une furie. « Chloé, qu'est-ce que tu crois faire ? Voler la marchandise pour la donner à cet incapable. » Elle arracha le pain des mains de Jean et le jeta à la poubelle. « Et toi ?» dit-elle en se tournant vers la jeune fille terrifiée. « Ton pourboire de ce soir ira dans le pot commun pour compenser cette perte. Peut-être que ça t'apprendra à ne pas gaspiller. » Plus tard dans la soirée, alors que le restaurant se vidait, Jean fut témoin d'un autre crime, plus subtil mais tout aussi répugnant. Madame Dubois rassembla le pot de pourboire, un grand bocal en verre rempli des espoirs et des efforts de ses employés. Sous le prétexte de compter l'argent, elle se tourna, pensant que personne ne la regardait. D'un geste rapide, elle glissa 2 billets de 50 € dans la poche de sa veste de créateur avant de répartir le reste. Elle ne vit pas le petit reflet dans la porte du four en acier inoxydable. Elle ne vit pas les yeux de Jean qui la fixaient. Et surtout, elle ne savait pas que la petite lumière rouge d'une micro-caméra, habilement dissimulée dans un bouton de la chemise usée de Jean, capturait chaque détail de son vol en haute définition. Chaque soir, elle postait une story sur Instagram avec une citation comme « Le succès est le fruit d'un travail honnête », alors qu'elle volait ceux qui travaillaient le plus dur pour elle. Les jours se transformèrent en semaines et chaque jour apportait son lot d'humiliations. Jean travaillait 16 heures par jour, mais sur sa fiche de paye, seuls 8 étaient déclarés. Il perdit du poids, ses traits se creusèrent, mais sa détermination se renforça. Il devait pousser le test jusqu'au bout. Un après-midi,
il rassembla son courage et alla voir Madame Dubois dans son bureau. Il joua sa carte la plus désespérée, celle de la fille malade. « Madame, commença-t-il d'une voix humble, je vous en supplie, ma fille a besoin d'un nouveau traitement, c'est très cher. Je sais que je vous dois de l'argent pour le verre, mais pourriez-vous me donner une petite avance ? Je travaillerai des nuits entières s'il le faut. » Madame Dubois leva les yeux de son ordinateur, un sourire carnassier aux lèvres. « Des histoires tristes, j'en entends tous les jours. C'est drôle, tous les pauvres ont des enfants malades. C'est votre problème, pas le mien. Si vous aviez mieux travaillé à l'école, vous n'en seriez pas là. » Elle reçut une notification sur son téléphone, un virement bancaire de plusieurs milliers d'euros, et son visage s'illumina. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai de vrais problèmes à gérer. Allez nettoyer les toilettes des clients, elles sont sûrement dans un état lamentable, tout comme votre vie. » Cette nuit-là, le restaurant était fermé pour un événement privé. Jean était le seul employé de service, chargé de nettoyer après le départ des riches invités. Il était presque 3 heures du matin quand il eut fini. Épuisé, il passa devant le bureau de Madame Dubois. La porte, habituellement fermée à clé, était entr'ouverte. Elle avait dû partir précipitamment. Une lumière bleutée émanait de l'intérieur. C'était sa tablette, oubliée sur le bureau. La curiosité, ou peut-être un instinct plus profond, poussa Jean à entrer. Il devait simplement éteindre la lumière et fermer la porte. Mais ses yeux furent attirés par l'écran allumé. Il s'approcha, pensant y voir un simple tableur ou son fil Instagram. Ce qu'il vit lui glaça le sang. L'écran affichait un document PDF, clairement un rapport d'enquête privée. Le titre était écrit en grosses lettres « Rapport confidentiel, enquête de solvabilité et d'antécédents ». Jean fronça les sourcils. Pourquoi enquêterait-elle sur un de ses employés ? Puis il lut le nom du sujet de l'enquête. Ce n'était pas Jean Martin, le faux nom qu'il avait donné en postulant. Le nom sur le rapport était son vrai nom, Jean-Luc Moreau. Son cœur s'arrêta. Sous le nom, il y avait 2 photos côte à côte. L'une était une photo de lui prise à son insu quelques jours plus tôt, devant le restaurant, l'air fatigué et voûté dans ses vêtements de travail. L'autre était une photo officielle, une photo de magazine, le montrant des années plus tôt, en costume impeccable, le sourire confiant, avec la légende « Jean-Luc Moreau, PDG de Moreau Industries et philanthrope de l'année ». Elle ne l'avait pas seulement humilié, elle l'avait démasqué. Mais la dernière ligne du rapport, visible en bas de la page, était la plus terrifiante. C'était une note de l'enquêteur pour Madame Dubois. Sujet confirmé. Il correspond parfaitement à la description. Préparez la phase 2 comme convenu. Jean comprit alors. Ce n'était pas un hasard. Il n'était pas tombé dans un simple restaurant dirigé par une femme cruelle. Il était tombé dans un piège. Et il était sur le point de découvrir que le rôle de la victime n'était peut-être pas celui qu'il croyait jouer. Le monde de Jean-Luc Moreau bascula sur son axe. Le sol en marbre froid sous ses pieds semblait se dérober. Il n'était pas un simple plongeur malchanceux tombé sur une patronne tyrannique. Il était une cible. Le rapport sur la tablette n'était pas une simple vérification d'antécédents, c'était un dossier de chasse. Phase 2 comme convenu. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un glas. Il recula doucement, sortit du bureau en silence, son cœur martelant sa poitrine. La fatigue, la faim, l'humiliation, tout cela fut balayé par une vague d'adrénaline glaciale. Il n'était plus une victime subissant un test de caractère. Il était un homme pris au piège, et il devait comprendre pourquoi. Qui était vraiment Madame Dubois ? Et quelle était cette phase 2 ? Il sortit son vieux téléphone, non pas pour enregistrer, mais pour envoyer un unique SMS à un contact enregistré sous le nom de « Le Jardinier ». Le message était bref. Code rouge. Enquête approfondie sur l'Ambroisie et sa propriétaire, Véronique Dubois. Discrétion absolue. J'ai besoin de tout. Les jours suivants, le jeu changea radicalement, mais seulement dans l'esprit de Jean-Luc. À l'extérieur, il restait Jean, le plongeur lent et soumis.
Il endurait les insultes, les heures supplémentaires non payées, les repas sautés. Mais à l'intérieur, il était devenu un prédateur. Chaque insulte de Madame Dubois, chaque ordre méprisant du chef, chaque ricanement des autres employés était désormais un élément de preuve qu'il collectait avec une précision chirurgicale. Sa micro-caméra, autrefois un simple outil de test, devint son arme principale. Il enregistra Madame Dubois en train de falsifier les relevés d'heures pour payer moins ses employés. Il la filma en train de jeter à la poubelle des produits alimentaires de première qualité simplement parce que l'emballage était légèrement abîmé, tout en refusant un repas à son personnel affamé. Le soir, dans la solitude de sa petite chambre louée, il transférait les fichiers sur un disque dur crypté, cataloguant chaque vidéo avec la date, l'heure et la nature de l'infraction. Son enquête personnelle révéla une cruauté encore plus profonde. Il se lia d'amitié avec Chloé, la jeune serveuse. Au début, elle était méfiante, craignant les représailles de Madame Dubois. Mais la gentillesse et la dignité silencieuse de Jean finirent par la convaincre. Un soir, après le service, elle lui raconta son histoire, en larmes. Madame Dubois lui avait fait miroiter un contrat à durée indéterminée, mais la maintenait sous des contrats précaires, la menaçant de la renvoyer au moindre faux pas. Elle a confisqué mon passeport, avoua Chloé dans un murmure, révélant qu'elle était une étudiante étrangère. Elle a dit que c'était pour des raisons administratives, mais chaque fois que je le demande, elle trouve une excuse. Je suis piégé ici, monsieur Jean. Jean-Luc sentit une rage froide l'envahir. Ce n'était plus seulement de l'arrogance et de la malhonnêteté, c'était de l'esclavage moderne. Il demanda à Chloé de lui raconter tout ce qu'elle savait, chaque injustice, chaque menace. Il enregistra discrètement son témoignage, une preuve poignante qui ajoutait une nouvelle dimension à son dossier. Pendant ce temps, les messages du jardinier arrivaient, discrets et laconiques. C'était son ancien chef de la sécurité, un homme d'une loyauté et d'une efficacité redoutables. Le premier message contenait une pièce jointe, les relevés bancaires de Madame Dubois. Jean-Luc les étudia avec attention. Des dépenses extravagantes, sac à main à 5 000 €, vacances de luxe, paiement à des cliniques de chirurgie esthétique. Mais une ligne attira son attention. Un virement mensuel récurrent de 10 000 € vers un compte offshore. La référence du virement était un simple code, projet Ambroisie. Le deuxième message du jardinier était une photo, une capture d'écran d'un groupe de discussion WhatsApp. Le nom du groupe était les Hyènes. Il y avait 3 participants, Madame Dubois, le chef cuisinier et le maître d'hôtel. Le message le plus récent, envoyé par Dubois, était glaçant. Le poisson mord à l'hameçon. Il est presque brisé. Encore quelques jours et il sera prêt à signer n'importe quoi pour sa fille malade. Préparez les documents pour la phase 2. Jean-Luc comprit enfin la finalité du piège. Il ne voulait pas seulement l'humilier, il voulait le ruiner, le pousser à bout psychologiquement pour lui faire signer des documents. Mais quels documents ? La réponse arriva dans le 3e message du jardinier. C'était un fichier audio, l'enregistrement d'un appel téléphonique intercepté. La voix de Madame Dubois était claire, mais elle parlait à un homme dont la voix était déformée. « Oui, monsieur Lambert, tout se passe comme prévu. Moreau est exactement comme vous l'aviez décrit. Arrogant mais avec un point faible, sa fille. Une fois qu'il aura signé la cession de ses parts dans la fondation, l'argent sera à nous. L'Ambroisie n'était qu'une mise en scène pour le conditionner. Le nom Lambert frappa Jean-Luc comme un coup de poing. Antoine Lambert. Son ancien associé, l'homme qui l'avait renvoyé des années plus tôt pour fraude, l'homme qui avait juré de se venger. Tout s'emboîtait. La connaissance de sa fausse identité, l'enquête privée, le ciblage de son point faible. Ce n'était pas un test qu'il menait. C'était une guerre qu'il avait failli perdre avant même de savoir qu'elle avait commencé. Le pic de l'arrogance de Madame Dubois arriva quelques jours plus tard. Elle organisa un grand gala de charité au restaurant, un événement médiatisé avec des influenceurs et la presse locale. Toute la soirée, elle se pavanait, parlant de l'importance de la générosité et de l'aide aux plus démunis. Pendant ce temps, Jean était confiné à la plonge, travaillant sans relâche. Vers la fin de la soirée, alors qu'il sortait les poubelles par la ruelle arrière, il vit Madame Dubois conclure une transaction avec un fournisseur. Elle paya en espèces,
avec une liasse de billets qu'elle sortit d'une enveloppe. Jean reconnut l'enveloppe. C'était celle qui contenait les dons en espèces collectés pendant le gala. Elle utilisait l'argent de la charité pour payer ses factures. Sa caméra cachée tournait, capturant la transaction, le visage suffisant de Dubois et même le numéro de plaque d'immatriculation de la camionnette du fournisseur. C'était la pièce maîtresse, la preuve irréfutable de sa fraude. Ce soir-là, en rentrant, Jean-Luc ne se sentait plus comme une victime. Il se sentait comme un général à la veille d'une bataille décisive. Il avait les enregistrements vidéo de ses vols, les preuves de ses fraudes comptables, le témoignage de Chloé sur la confiscation de son passeport, les captures d'écran de ses conversations WhatsApp et l'enregistrement audio qui la liait à son ennemi juré, Antoine Lambert. Il avait tout. Il s'assit sur son lit miteux, le disque dur crypté posé à côté de lui. Il n'était plus Jean le plongeur. Il était Jean-Luc Moreau, et il était prêt à reprendre le contrôle. Le moment de la vérité approchait, et il allait être bien plus spectaculaire que quiconque aurait pu l'imaginer. Le piège n'était pas pour lui, c'était pour eux, et il était sur le point de se refermer. La nuit après le gala de charité fut la plus longue de la vie de Jean-Luc. Il ne dormit pas. Assis dans l'obscurité de sa chambre, il regardait le disque dur clignoter doucement, une petite lumière rouge pulsant comme un cœur artificiel. Ce n'était plus un simple appareil de stockage, c'était une bombe à retardement, chargée de vérités explosives, prête à détonner et à anéantir le monde factice de Véronique Dubois et de son marionnettiste, Antoine Lambert. Chaque fichier était une pièce du puzzle, et l'image finale était celle d'une corruption et d'une cruauté si profonde qu'elles en donnaient la nausée. Il passe des heures à organiser les preuves, à créer des dossiers distincts. Fraude fiscale, vol des pourboires, abus de biens sociaux, harcèlement moral, et le plus grave, séquestration et travail dissimulé pour le cas de Chloé. Chaque dossier était synchronisé en temps réel avec un serveur sécurisé accessible uniquement par lui-même et le jardinier. Si quelque chose lui arrivait, les preuves seraient automatiquement envoyées à 3 des plus grands cabinets d'avocats de France et à 2 journalistes d'investigation réputés. La partie d'échecs était terminée. Il ne restait plus qu'à annoncer l'échec, et mat. Le lendemain matin, il arriva au restaurant avec une nouvelle posture. Extérieurement, rien n'avait changé. Il portait les mêmes vêtements usés, son visage était tout aussi fatigué. Mais ses épaules, bien que voûtées, ne portaient plus le poids de la honte. Elles portaient le poids de l'attente. Il était calme, d'un calme presque effrayant. C'était le calme de l'œil du cyclone, juste avant que les vents ne se déchaînent. Madame Dubois, de son côté, était sur un nuage. Le gala avait été un succès retentissant. Son compte Instagram débordait de mentions et de louanges pour sa générosité. Elle se sentait invincible, et son arrogance avait atteint de nouveaux sommets. Elle avait reçu un message de Lambert le matin même. « Félicitations pour le spectacle. Il est temps de porter le coup de grâce. Aujourd'hui. » Elle était prête. Le plan était simple. Le briser complètement, le pousser à une crise de nerfs publics, puis lui présenter les documents de cession comme sa seule porte de sortie, son seul moyen de sauver sa fille. L'humiliation suprême, le coup de grâce, fut orchestré avec une cruauté théâtrale. C'était l'heure du déjeuner. Le restaurant était bondé. Madame Dubois convoqua Jean dans la salle principale sous un prétexte fallacieux. Il arrive, les mains encore humides de l'eau de la plonge. Elle l'attendait près de la caisse, un sourire venimeux aux lèvres. « Jean !» commença-t-elle d'une voix forte pour que les tables voisines puissent entendre. « J'ai eu une plainte. Une cliente très importante a perdu son portefeuille hier soir. Et curieusement, la seule personne non supervisée dans cette zone, c'était vous, lorsque vous sortiez les poubelles. » Jean-Luc ne dit rien. Il la regarda droit dans les yeux, son calme imperturbable la déstabilisant un instant. « Je n'ai rien pris, madame, » dit-il simplement. Sa voix était basse mais ferme, sans la moindre trace de peur. C'est là qu'elle commit son erreur fatale. Exaspérée par son manque de réaction, elle décida d'improviser. « Ah oui, alors vous n'aurez aucun problème à ce que je vérifie votre casier, n'est-ce pas ? Devant tout le monde, pour prouver votre innocence. » Elle fit signe au maître d'hôtel, qui apporta une pince Monseigneur. C'était une mise en scène grotesque. Ils allèrent jusqu'au petit casier rouillé de Jean dans le vestiaire du personnel, suivis par les regards curieux de plusieurs clients et le personnel qui retenait son souffle.
Madame Dubois force le cadenas elle-même. Elle plongea la main à l'intérieur et en sortit un portefeuille en cuir de luxe. Elle le brandit comme un trophée. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un murmure parcourut l'assistance. Jean-Luc regarda le portefeuille, puis le visage triomphant de Dubois. Il savait qu'elle l'avait placé là. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il le savait. Et il avait une dernière carte à jouer. « Ce portefeuille ne m'appartient pas, dit-il calmement. Mais puisque vous fouillez dans mes affaires, vous avez peut-être manqué quelque chose. » D'un geste lent, il plongea la main dans son propre casier et en sortit une vieille enveloppe en papier craft. Il l'ouvrit et en sortit une photo. C'était une photo de lui, plus jeune, avec sa fille. Une petite fille radieuse sur ses épaules. Il la tendit à Madame Dubois. « Voilà ce qui compte pour moi. Voilà pourquoi je suis ici. » Madame Dubois regarda la photo avec dégoût. « Pathétique. Vous essayez de m'apitoyer. Vous êtes un voleur et un menteur. » C'est alors que le téléphone de Jean-Luc sonna. Il le sortit de sa poche. L'écran affichait le jardinier. Il décrocha, mettant l'appel sur haut-parleur. La voix de son chef de la sécurité était nette et professionnelle. « Monsieur Moreau, le transfert est terminé. Les avocats ont accusé réception de tous les fichiers. Les journalistes sont prêts. L'huissier de justice est à 5 minutes. Nous attendons votre signal. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Le visage de Madame Dubois passa de la suffisance à l'incrédulité, puis à la panique. « Monsieur Moreau, balbutia-t-elle. Jean-Luc la regarda et pour la première fois, le masque du plongeur soumis tomba, révélant une autorité glaciale. « Oui, Véronique. Moreau. Jean-Luc Moreau. » Il fit un pas vers elle, sa voix maintenant forte et claire, résonnant dans le silence stupéfait. « Vous et votre complice, Antoine Lambert, pensiez avoir tout prévu. Le piège, l'humiliation, la fausse accusation. Mais vous avez oublié une chose. » Il sortit son propre téléphone, le dernier modèle, qu'il avait gardé caché. D'un glissement de pouce, il projeta sur le grand écran de télévision du restaurant, habituellement utilisé pour les événements sportifs, la vidéo de la veille au soir. L'image était d'une clarté parfaite. Madame Dubois, dans la ruelle, utilisant l'argent du gala de charité pour payer son fournisseur. La date et l'heure étaient incrustées dans le coin de l'écran. Les clients haletaient. Le personnel regardait, les yeux écarquillés. Chloé, qui observait depuis la porte de la cuisine, sentit des larmes de soulagement couler sur ses joues. Madame Dubois était livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Elle recula, heurtant une table. Le piège s'était refermé, non pas sur la souris, mais sur le chasseur. Jean-Luc éteignit la vidéo. Il la regarda, non plus avec colère, mais avec une sorte de pitié froide. « La phase 2, Véronique. Elle est sur le point de commencer, mais ce ne sera pas la vôtre. » Il se tourna vers la porte d'entrée du restaurant qui venait de s'ouvrir. 2 hommes en costume sombre et une femme portant une mallette entrèrent, leurs visages impassibles et déterminés. Le moment de la vérité n'approchait plus. Il était là. Demain, tout Lyon, et bientôt toute la France, apprendraient qui il était vraiment. Et surtout, ils apprendraient qui elle était, elle. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. La scène dans le restaurant était figée, comme une photographie prise à l'instant précis où le verre se brise. Les clients étaient silencieux, leurs fourchettes suspendues en l'air. Le personnel, autrefois complice par sa passivité, regardait maintenant Madame Dubois avec un mélange de peur et d'une nouvelle lueur de mépris. Véronique Dubois, elle, était devenue une statue de cire, son visage se décomposant sous l'effet de la panique. Les 3 personnes qui venaient d'entrer, 2 avocats au visage de pierre et une femme élégante qui était en réalité l'huissier de justice, avancèrent calmement vers elle. Jean-Luc Moreau, ou plutôt Monsieur Moreau, ne leur accorda même pas un regard. Il savait qu'ils feraient leur travail. Son attention était entièrement tournée vers la femme qui l'avait tourmenté pendant des semaines. Il fit un dernier pas vers elle, sa voix un murmure glacial que seule elle pouvait entendre. Ceci n'est que le début. Le vrai spectacle est pour ce soir. Puis, sans un mot de plus, il se détourna,
passa devant les avocats et sortit du restaurant, laissant derrière lui le chaos et la confusion. Dehors, une berline noire aux vitres teintées l'attendait. Le jardinier était au volant. « Tout est en place, monsieur », dit-il simplement. « Lambert est localisé. Il est dans son bureau en train de célébrer. Il pense que vous êtes en train de craquer. » Jean-Luc sourit pour la première fois depuis des semaines. Un sourire fin, dangereux. Parfait. Laissez-le savourer sa victoire imaginaire. Plus la chute est haute, plus elle est dure. La voiture s'éloigna en douceur, laissant l'ambroisie à son sort. L'huissier de justice signifiait à Madame Dubois une mise sous séquestre conservatoire des biens du restaurant en attendant une enquête pour fraude. Les avocats informaient le personnel de leurs droits et commençaient à recueillir des témoignages. La bombe avait explosé, mais ce n'était qu'une petite détonation. La véritable explosion nucléaire était programmée pour 20 heures précises. Pendant ce temps, dans son penthouse surplombant la ville, Antoine Lambert sabrait le champagne. Véronique Dubois l'avait appelé, paniquée, hystérique. « Calmez-vous, ma chère », lui avait-il dit d'une voix mielleuse. « C'est un bluff. Moreau est fini. Il joue ses dernières cartes. Il n'a rien de concret. J'ai les meilleurs avocats et il ne pourra rien prouver. Ce soir, nous finalisons notre plus gros coup, l'acquisition de la Fondation Moreau. Grâce aux documents qu'il va signer, poussé à bout par cette petite comédie, Lambert était l'incarnation de l'arrogance. Il sous-estimait son adversaire, aveuglé par des années de haine et de jalousie. Il ne pouvait pas imaginer que l'homme qu'il avait connu comme un homme d'affaires brillant mais parfois naïf avait pu se transformer en un stratège impitoyable. Il envoya un message à Dubois. « Tenez bon, jouez la victime. Ce soir nous serons riches, et il ne sera plus qu'un souvenir. » L'après-midi fut une course contre la montre pour l'équipe de Jean-Luc. Dans une suite d'hôtels transformés en quartier général, les préparatifs battaient leur plein. Le jardinier coordonnait les aspects techniques. 2 journalistes d'investigation, amis de longue date de Jean-Luc, peaufinaient leurs articles, prêts à être publiés à la seconde où ils recevraient le signal. Les preuves vidéo étaient montées en une séquence narrative dévastatrice. Les captures d'écran des messages WhatsApp étaient intégrées, les extraits audio sous-titrés. Chloé, mise en sécurité dans l'hôtel, avait signé une déposition officielle, son passeport étant la pièce à conviction numéro 1. Un spécialiste en informatique préparait une cyberattaque ciblée. Au moment clé, tous les écrans publicitaires de la place Bellecour, la plus grande place de Lyon, cesserait de diffuser des publicités pour diffuser en direct la conférence de presse de Jean-Luc. Jean-Luc, lui, se préparait mentalement. Il prit une douche, enfila un costume sur mesure d'un gris anthracite, sobre et puissant. Il regarda son reflet dans le miroir. L'homme fatigué et courbé avait disparu. À sa place se tenait le PDG, le leader, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une dureté, une résolution forgée dans le feu de l'humiliation. Il pensait à toutes les victimes silencieuses, à tous les Jean et les Chloé du monde, exploités par des gens comme Dubois et Lambert. Sa vengeance n'était plus personnelle, c'était devenu une croisade. Il sortit de sa poche la photo de sa fille. Elle n'était pas malade. C'était une jeune femme brillante qui terminait ses études de droit à l'étranger. C'était son point faible, oui, mais aussi sa plus grande force, la raison pour laquelle il se battait. Il lui envoya un simple message. « Regarde les infos ce soir. Je t'aime. » À 19h, le piège final fut tendu. L'avocat de Jean-Luc contacta officiellement Antoine Lambert. « Monsieur Moreau est prêt à négocier, » dit-il d'une voix neutre. « Il est psychologiquement à bout. Il est prêt à signer la cession des parts de la Fondation en échange de l'abandon de toutes les charges contre lui et d'une somme pour les soins de sa fille. Il demande une rencontre ce soir, à 20h, dans la salle de conférence de l'Hôtel-Dieu. Il viendra seul. » Lambert exulta. C'était la victoire totale. Il accepta immédiatement, imaginant déjà le plaisir de voir son ennemi de toujours s'agenouiller devant lui. Il contacta immédiatement Dubois. « C'est fait. Viens à l'Hôtel-Dieu. Tu seras témoin de sa capitulation. Apporte le champagne le plus cher. » C'était leur dernière erreur, la plus fatale. Ils se dirigeaient droit dans la gueule du loup, aveuglés par leur propre cupidité. À 19h50, la salle de conférence de l'Hôtel-Dieu était prête.
Ce n'était pas une petite salle de réunion, c'était un auditorium. Des dizaines de journalistes, prévenus d'une annonce majeure concernant l'une des plus grandes fortunes de France, étaient déjà installés, leurs caméras pointées vers le podium. Des représentants d'associations de défense des droits des travailleurs et des victimes d'esclavage moderne avaient également été invités. Dans les coulisses, Jean-Luc faisait les 100 pas. Il sentait le poids de l'enjeu. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de vengeance, c'était une question de justice. Le jardinier s'approcha. Lambert et Dubois viennent d'entrer par le parking privé. Ils se dirigent vers la petite salle de réunion que nous leur avons indiquée. Ils ne se doutent de rien. Tous les systèmes sont opérationnels. Nous sommes prêts à lancer le direct sur les écrans de la ville et sur les réseaux sociaux à votre signal. Jean-Luc prit une profonde inspiration. Il regarda le rideau qui le séparait de la scène. Derrière ce rideau, il y avait le passé, l'humiliation, la douleur. Devant, il y avait la vérité, la justice et un nouveau départ. Dans quelques minutes, le monde entier allait entendre son histoire. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. La tempête était sur le point d'éclater. Antoine Lambert et Véronique Dubois entrèrent dans la petite salle de réunion privée de l'Hôtel Dieu, leur visage rayonnant d'un triomphe arrogant. La pièce était luxueuse mais simple. Une grande table en acajou, quelques fauteuils en cuir. Sur la table, une bouteille de champagne millésimée et 2 coupes en cristal les attendaient. « Voilà qui est parfait », ricana Lambert en se servant un verre. Boire à la chute de Moreau, dans le lieu même de sa capitulation. La poésie de la chose est exquise. Dubois, vêtu d'une robe rouge sang, gloussa en admirant son reflet dans la baie vitrée. « Je n'arrive pas à croire que ça ait été si facile. » Le grand Jean-Luc Moreau, brisé par une histoire de fille malade et un portefeuille volé. C'est presque décevant. Ils trinquèrent, le son cristallin de leur coupe résonnant dans la pièce silencieuse. Ils étaient au sommet de leur monde. Ignorant que juste de l'autre côté du mur, dans le grand auditorium, leur monde était sur le point d'être réduit en cendres. À 20 heures précises, les lumières de l'auditorium se tamisèrent. Un seul projecteur s'alluma sur le podium. Jean-Luc Moreau s'avança dans le faisceau de lumière, non pas comme un homme brisé, mais comme un titan. Le silence se fit dans la salle comble. Il s'approcha du micro, son regard balayant l'assemblée de journalistes et d'invités. « Bonsoir à tous », sa voix était calme, mais elle portait une puissance qui commandait l'attention. « Je vous ai convié ce soir pour vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui a tout perdu, qui a touché le fond, et qui a découvert la vérité dans l'ombre. » Dans la petite salle voisine, Lambert et Dubois entendirent les premiers mots de la conférence de presse à travers les murs. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» grogna Lambert. « Il fait ses adieux en public. » Sur le podium, Jean-Luc continua. « Pendant plusieurs semaines, je me suis fait passer pour un homme nommé Jean, un plongeur dans un restaurant chic de Lyon. J'ai voulu voir de mes propres yeux ce que vivent ceux que notre société ignore trop souvent. » Un immense écran s'alluma derrière lui. La première image apparut, le visage arrogant de Véronique Dubois. « J'ai travaillé à l'Ambroisie », déclara Jean-Luc, dirigé par Madame Véronique Dubois. Une vidéo se lança. C'était la scène du verre brisé, filmée depuis la caméra cachée. Le son était parfait. On entendait distinctement Dubois accuser faussement Jean, puis sa décision de déduire 200 € de son salaire. Dans la salle, des murmures d'indignation s'élevèrent. À côté, Dubois sentit son sang se glacer. Comment a-t-il eu ça ? Jean-Luc enchaîna, implacable. « J'ai découvert un lieu où l'humiliation est un outil de management. » Une autre vidéo. Dubois volant les pourboires du personnel. Où le vol est une pratique quotidienne. Une autre. Dubois jetant le pain que Chloé avait donné à Jean. Où la moindre parcelle d'humanité est punie. Il fit une pause, laissant le poids des images s'installer. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert un système d'exploitation bien plus sombre. Il se tourna vers les coulisses. « Chloé, s'il vous plaît. » La jeune serveuse s'avança timidement sur la scène. D'une voix tremblante mais claire, elle raconta son histoire. La confiscation de son passeport, les menaces, les heures non payées. L'huissier de justice monta alors sur scène et présenta le passeport confisqué aux caméras. C'était la preuve irréfutable. Les flashs crépitèrent. Dans la salle de réunion, Lambert était devenu blanc comme un linge. « C'est un désastre », siffla-t-il. « Il nous détruit. »
Il se leva pour partir, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Un petit écran de télévision dans le coin de la pièce s'alluma soudainement, diffusant en direct la conférence de presse. Ils étaient piégés, forcés d'assister à leur propre exécution publique. Mais Madame Dubois n'était pas seule, reprit Jean-Luc sur scène. Elle n'était que le soldat d'une guerre menée par un homme consumé par la haine et la cupidité. Un homme qui a monté ce piège pour me voler, non pas mon argent, mais ma fondation. Une œuvre dédiée à aider les plus démunis. L'écran derrière lui afficha la photo d'Antoine Lambert. Cet homme, c'est mon ancien associé, Antoine Lambert. Le coup de grâce fut un enregistrement audio. La voix de Lambert, claire et nette, bien que légèrement déformée, résonna dans l'auditorium. Moreau est exactement comme vous l'aviez décrit. Arrogant mais avec un point faible, sa fille. Une fois qu'il aura signé la cession de ses parts dans la fondation, l'argent sera à nous. L'enregistrement se termina. Le silence fut total pendant une seconde, puis la salle explosa. Les journalistes se levèrent, criant des questions. Les caméras tournaient à plein régime. Au même moment, sur la place Bellecour, tous les écrans publicitaires diffusaient la scène en direct. Des milliers de Lyonnais, sortant des cinémas et des restaurants, s'arrêtaient, médusés, pour regarder le drame se dérouler. Les téléphones s'allumèrent, les partages se multiplièrent. En quelques minutes, le hashtag Justice pour Jean devint viral dans toute la France. Dans la petite salle, Lambert s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. Dubois était en larmes, murmurant « C'est fini, tout est fini ». La porte s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas un employé de l'hôtel, c'étaient 2 officiers de police en uniforme. « Monsieur Lambert, Madame Dubois », dit l'un d'eux d'une voix neutre. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance et séquestration. » Alors qu'on leur passait les menottes, Véronique Dubois leva les yeux vers l'écran. Elle vit Jean-Luc Moreau, debout sur scène, recevant une ovation debout. Il n'était plus la victime, il était le justicier. Sur le podium, Jean-Luc leva la main pour demander le silence. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, de victoire. « Cette histoire n'est pas seulement la mienne, dit-il, sa voix chargée d'émotion. C'est l'histoire de tous ceux qui souffrent en silence, qui sont exploités et méprisés. Aujourd'hui, je vous le promets, leur voix sera entendue. » Il annonça la création d'une nouvelle branche de sa fondation, dotée de plusieurs millions d'euros, dédiée à la défense juridique des travailleurs exploités. Il nomma Chloé, la jeune serveuse, à la tête d'un comité de surveillance, lui offrant une bourse complète pour terminer ses études de droit. La salle explosa de nouveau en applaudissements. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais ce n'était que le début de la chute de ceux qui avaient cru pouvoir la bafouer impunément. Le masque était tombé, révélant non seulement la laideur de la cupidité, mais aussi la beauté éclatante du courage et de la résilience. La conférence de presse de Jean-Luc Moreau ne fut pas seulement une nouvelle locale, elle devint un tsunami médiatique qui balaya la France entière, puis l'Europe. La vidéo de l'arrestation d'Antoine Lambert et de Véronique Dubois, filmée par des dizaines de caméras, tourna en boucle sur toutes les chaînes d'information. Le hashtag Justice pour Jean ne se contenta pas d'être viral, il devint un mouvement. Des milliers de personnes commencèrent à partager leurs propres histoires d'abus au travail, créant une vague de témoignages qui força le gouvernement à réexaminer la législation sur le harcèlement et l'exploitation en milieu professionnel. Le petit restaurant L'Ambroisie, autrefois symbole de luxe et d'exclusivité, devint le symbole de la honte. Sa façade couverte de graffitis exigeant la justice. Pour les coupables, la chute fut aussi rapide que brutale. Le procès fut très médiatisé. Les preuves accumulées par Jean-Luc étaient si accablantes que la défense s'effondra en quelques jours. Antoine Lambert, l'architecte de ce plan diabolique, fut condamné à 10 ans de prison ferme pour escroquerie, tentative d'extorsion et complot. Ses biens furent saisis pour rembourser les investisseurs qui l'avaient floué par le passé. Véronique Dubois, en larmes pendant tout le procès, fut condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour complicité, séquestration et travail dissimulé. Son empire de façade, construit sur l'exploitation, s'était évaporé. Elle perdit le restaurant,
ses voitures de luxe, ses bijoux. Son compte Instagram, autrefois vitrine de sa réussite, fut inondé de commentaires de haine avant d'être finalement supprimé. Le chef cuisinier et le maître d'hôtel, qui avaient choisi la loyauté envers leurs tortionnaires plutôt que la décence, furent également condamnés à des peines de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer dans la restauration pendant 10 ans. La justice, lente mais implacable, avait rendu son verdict. Pour les héros de cette histoire, la vie prit un tournant radieux. Jean-Luc Moreau, loin de se reposer sur ses lauriers, utilisa cette épreuve pour redéfinir sa mission. Sa fondation, désormais célèbre, devint l'une des plus actives de France dans la lutte pour les droits des travailleurs. Il ne se contenta pas de financer des avocats. Il créa des centres d'accueil, des lignes d'assistance téléphonique et des programmes de réinsertion pour les victimes. Son histoire inspira un livre qui devint un best-seller international, et une grande plateforme de streaming annonça la production d'une mini-série basée sur son expérience. Il ne reprit jamais la direction de son entreprise, confiant les rênes à une nouvelle génération pour se consacrer entièrement à sa nouvelle vocation. Il avait trouvé un but bien plus grand que le profit, la justice. Chloé, la jeune serveuse au grand cœur, vit son destin basculer. La bourse offerte par Jean-Luc lui permit de terminer ses études de droit avec brio. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle n'est plus une étudiante timide. Elle est maître Chloé Dubois, une avocate redoutée, spécialisée dans la défense des sans-papiers et des travailleurs exploités, travaillant main dans la main avec la Fondation Moreau. Elle a gagné des dizaines de procès, libérant d'autres victimes des griffes d'employeurs sans scrupules. Son histoire est devenue un exemple pour des milliers de jeunes, prouvant que le courage et l'intégrité finissent toujours par payer. Quant au restaurant L'Ambroisie, il a rouvert ses portes 1 an plus tard, mais il était méconnaissable. Jean-Luc l'avait transformé en un restaurant d'application solidaire, formant gratuitement des jeunes en difficulté au métier de la restauration avec un modèle économique basé sur le respect, des salaires équitables et la bienveillance. Le lieu de l'humiliation était devenu un havre d'espoir. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touche.